La restitution des prestations est un mécanisme prévu aux articles 1699 à 1707 du Code civil, s'appliquant lorsqu'une personne, pour différents motifs, doit rendre à une autre un bien. Il existe différentes causes à la restitution des prestations. Dit autrement, une personne peut être tenue de rendre à une autre un bien pour différentes raisons. L'article 1699 énonce les différents scénarios pouvant donner lieu à la restitution des prestations. Lorsqu'un de ces scénarios se présente, on doit alors procéder à la restitution des prestations. À titre d'exemple, en cas de nullité de la vente, l'acheteur doit remettre le bien au vendeur et ce dernier doit rembourser l'acheteur. L'alinéa 2 prévoit toutefois une exception à ce principe. En effet, dans des cas exceptionnels, le tribunal peut refuser de procéder à la restitution des prestations. Ainsi en est-il lorsque le contrat annulé violait l'ordre public de direction. À titre d'exemple, un contrat de vente pyramidal prohibé par le Code criminel. Dans certains cas, lorsque le contrat d'assurance est annulé en raison de la fraude de l'assuré, les tribunaux refusent parfois la restitution des prestations en permettant à l'assureur de conserver les primes versées par l'assuré. Les articles 1700 à 1706 prévoient les modalités de la restitution des prestations. En principe, la restitution se fait en nature. À titre d'exemple, en cas de nullité de la vente, l'acheteur doit remettre le bien au vendeur et ce dernier doit rembourser l'acheteur. En cas de nullité du contrat de donation, le donataire doit remettre au donateur son bien. En cas de nullité du contrat d'assurance, l'assureur doit rembourser à l'assuré les primes qu'il a payées. Si pour une raison ou une autre, l'assuré a reçu une indemnité de la part de l'assureur, il devra la rembourser. Dans certains cas, il sera impossible de procéder à la restitution des prestations. À titre d'exemple, le bien a péri ou a été volé. Autre exemple, le donataire a vendu le bien qu'il a reçu du donateur. Ou encore, l'acheteur a donné le bien qu'il avait acheté. Dans ces cas, la restitution des prestations se fera par équivalent. L'équivalence s'apprécie alors au moment où le débiteur de l'obligation de restitution a reçu ce qu'il doit restituer. À titre d'exemple, le contrat de donation est annulé 10 ans après sa formation. Le bien donné a été incorporé à un immeuble et il est impossible de le retirer. L'équivalence, c'est-à-dire la valeur du bien, s'appréciera au moment où le débiteur l'a reçu. Dans ce cas, lors de la formation du contrat, et non au moment où le contrat a été déclaré nul. En cas de perte totale ou d'aliénation du bien, la valeur du bien sera celle la moins élevée si le débiteur de l'obligation de restitution est de bonne foi. À l'inverse, la valeur la plus élevée sera retenue s'il est de mauvaise foi ou encore si la cause de la restitution est due à sa faute. L'alinéa 2 protège également le débiteur de l'obligation de restitution de bonne foi en cas de force majeure. Inversement, il prévoit une règle plus sévère pour le débiteur de mauvaise foi. L'article 1702 prévoit la règle à suivre en cas de perte partielle, telle une détérioration ou une dépréciation de la valeur. À titre d'exemple, le contrat de vente d'une voiture est annulé 5 ans après sa formation. La voiture qui doit être restituée en maintenant 100 000 km de plus au compteur et a été accidentée. L'article 1703 prévoit les règles à suivre si des impenses ont été faites au bien devant être restituées. À titre d'exemple, l'ensemble des fenêtres de la maison devant être restituées ont été changées, ainsi que la toiture. Autre exemple, la plomberie de la maison a été refaite. Dans ces cas, on doit alors se référer aux dispositions du livre des biens. L'article 1704 prévoit le sort des fruits et revenus produits par le bien devant être restitué. À titre d'exemple, 5 ans après sa formation, le contrat de vente est annulé. Pendant tout ce temps, l'acheteur a loué le chalet qu'il avait loué.
L'acheteur pourra conserver les loyers qu'il a perçus pour cette location. Toutefois, les frais qu'il a engagés pour produire ses revenus, tels que la publicité, seront à sa charge. De même, si le chat devant être restitué a une portée, le débiteur de l'obligation de restituer pourra conserver les chatons. En cas de nullité du contrat de louage, le locataire devra rembourser une indemnité au locataire pour la jouissance du bien. Cependant, étant donné que le locataire doit à son tour restituer les prestations du locataire, c'est-à-dire les loyers payés, il y aura alors bien souvent compensation entre ces deux montants. C'est-à-dire que les deux obligations se compenseront ou s'annuleront en quelque sorte. À l'instar de l'article 1703, l'article 1704 prévoit des règles plus sévères pour le débiteur de mauvaise foi. L'article 1705 contient une règle très importante concernant les frais de la restitution. À titre d'exemple, le bien devant être restitué se trouve maintenant à l'extérieur du pays ou encore nécessite une grue afin d'être déplacé. Règle générale, les frais de la restitution sont supportés par les parties. Toutefois, la partie de mauvaise foi supporte à elle seule les frais de la restitution. Cette règle est intrinsèquement liée avec celle de l'article 1406 au sujet de la lésion et de la personne protégée. Elle tend à éviter l'appauvrissement de la personne protégée en raison de la restitution des prestations. Jusqu'à présent, nous venons de voir les modalités de la restitution des prestations entre les parties, mais les tiers peuvent également être affectés de différentes façons par la restitution des prestations. Les droits des tiers, prévus à l'article 1707, varient en fonction de la qualification des contrats. Tout d'abord, pour les actes d'aliénation, c'est-à-dire ceux emportant un transfert de droits réels, il faut distinguer si l'aliénation a été faite à titre onéreux ou à titre gratuit. À titre d'exemple, Albert donne sa maison à Bernard. Quelques années plus tard, Bernard vend la maison à Charles. Le contrat de donation est ensuite annulé. On doit alors procéder à la restitution des prestations. Bernard est le débiteur de l'obligation de restitution. La vente de la maison ayant été accomplie au profit de Charles, un tiers de bonne foi, elle est donc opposable à Albert, celui à qui est due la restitution. Ce qui veut dire que Charles peut conserver la maison. Entre Albert et Bernard, la restitution des prestations se fera alors par l'équivalent, conformément à l'article 1700 préalablement étudié. Quant aux actes d'aliénation à titre gratuit, la règle est différente. À titre d'exemple, Albert vend sa maison à Bernard. Quelques années plus tard, Bernard donne la maison à Charles. Le contrat initial de vente est ensuite annulé. On doit alors procéder à la restitution des prestations. Bernard est le débiteur de l'obligation de restitution. Puisque la donation effectuée par Bernard constitue un contrat à titre gratuit, ce contrat est inopposable à Albert, ce qui veut dire que Charles devra rendre la maison à Albert. Enfin, les actes qui ne sont pas d'aliénation, accomplis au profit d'un tiers de bonne foi, sont opposables à celui à qui est due la restitution. À titre d'exemple, Albert vend sa maison à Bernard. Quelques années plus tard, Bernard loue la maison à Charles. Le contrat initial de vente est ensuite annulé. On doit alors procéder à la restitution des prestations. Bernard est le débiteur de l'obligation de restitution. La location de la maison ayant été accomplie en faveur de Charles, un tiers de bonne foi, sera donc opposable à Albert, celui à qui est due la restitution. Albert devra donc attendre la fin du contrat de location avant de pouvoir emménager dans la maison. A contrario, l'acte accompli au profit d'un tiers de mauvaise foi sera inopposable à celui à qui est due la restitution. Si Charles est de mauvaise foi, le contrat de location sera inopposable à Albert et ce dernier pourra emménager dans la maison.